Bonjour à tous, ravie de vous retrouver autour de ce webinaire sur le régime de TVA des courtiers en assurance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Sabrina Inokchich, avocate en protection sociale complémentaire au sein du cabinet Valnoa, avocate depuis quelques années et au sein de Valnoa très récemment. Et je suis accompagnée donc de Grégoire Persson. Je te laisse te Merci présenter. Sabrina. Bonjour à tous, Grégoire Persson du coup. Je suis avocat dans un cabinet qui s'appelle Cyplum Avocat, un cabinet que j'ai cofondé avec mon associé Thomas et on fait exclusivement de la TVA, de la taxe sur les salaires et les taxes dites indirectes. Et donc aujourd'hui on va parler TVA chez les courtiers d'assurance qui est un sujet un petit peu brûlant depuis plusieurs années. Exactement, notamment depuis 2022, parce qu'il y a eu une modification importante du BOFIP en la matière. Mais c'est une modification qui fait suite à des évolutions de jurisprudence. Simplement que c'est l'intégration de ces évolutions au sein des positions de l'administration fiscale. Et donc, on va les étudier au cours de cette heure. Si c'est bon pour vous, eh ben, je vous propose de commencer. Donc, durant cette heure, nous allons Nous allons, dans un premier temps, rappeler les principes fondamentaux avec le cadre juridique, le principe de TVA et les exonérations, et puis ensuite évoquer les zones de risque. Dans un deuxième temps, on va décrypter les nouveautés, puisque, il y a eu une mise à jour du BOFIP assez récente en juillet 2024. Et puis, entre 2022 et 2024, il y a eu également des courriers de la DLF et des rescrits qui ont été également publiés qu'on va évoquer ensemble. Enfin, dans un troisième temps, on fera un retour d'expérience sur les contrôles qui ont eu lieu en la matière, puisqu'il y en a eu, et sur les stratégies de sécurisation que vous pourriez envisager pour anticiper ce type de contrôle et éviter de mauvaises surprises en la matière. Donc, sans plus attendre, je vous propose de débuter par le principe. Je laisse la parole à mon confrère. Alors oui, bon, on va pas refaire toute une synthèse sur ce qu'est la TVA, mais par principe, il faut se rappeler que la TVA, elle concerne tous les opérateurs économiques qui réalisent soit des livraisons de biens, soit des prestations de services. Le terme prestation de service est assez large, en fait, c'est toute activité économique qui ne comporte pas de biens corporels. Donc, on va le voir, beaucoup d'opérations quand même qui tournent autour du milieu de l'assurance sont théoriquement des prestations de services. Il y a une des conditions qui est importante, c'est qu'elle doit être réalisée à titre onéreux, et donc c'est qu'il doit y avoir en fait une sorte d'échange de contrepartie entre les opérateurs, un service contre rémunération. Donc assez simplement, c'est pas parce qu'on est dans le milieu de l'assurance qu'on n'est pas face à des opérateurs qui sont dits dans le champ d'application de la TVA, c'est juste que pour beaucoup, ils sont soumis à des exonérations. Et donc c'est tout l'objet de notre discussion de ce jour, de discuter de l'exonération en matière d'assurance et plus particulièrement celle des courtiers. Parce que comme tout principe, eh bien, il existe des exceptions. Et cette exception, en matière donc, dans le secteur de l'assurance, elle est prévue à l'article 261C, deuxièmement, du Code général des impôts, qui en réalité est une transposition de l'article 135 de la directive dite TVA de 2006. Ce texte prévoit que sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations d'assurance et de réassurance, ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations qui seraient réalisées par des courtiers ou intermédiaires d'assurance au sens du BOFIP, et ça, on y reviendra. Donc, ça recouvre donc deux exceptions, celle des opérations d'assurance et de réassurance et celle des prestations de services qui y sont afférentes. Donc, on va analyser une à une. Pourquoi cette exonération? Simplement pour faire un petit point historique et des raisons, c'est que, on l'a vu, l'assurance, ce n'est pas en tant que telle une prestation de service, mais c'est le fait de prendre en charge un risque aléatoire, d'où l'exonération. Ça a été étendu aux intermédiaires et aux courtiers parce que précisément pour ceux-là, ceux qui sont qualifiés d'intermédiaires au sens du BOFIP, eh bien, ils participent pleinement à l'opération d'assurance. Il faut donc garder une certaine cohérence économique et pas de distorsion de la chaîne de valeur. Pourquoi aussi cette exonération? Parce que dans le secteur de l'assurance, il existe d'ores et déjà des taxes qui sont spécifiques, comme la taxe sur les conventions d'assurance.
et que le but également, c'est d'éviter un surcoût pour les assurés qu'on retrouve quand même en bout de course à la fin de la chaîne et qui, de fait, payent leur assurance et les éventuels surcoûts en la matière. Le but aussi, c'est d'avoir une taxation qui est uniforme au sein des pays de l'Union européenne et pas de distorsion de concurrence en la matière. En effet, il faut se rappeler que la TVA, quand elle est supportée par des opérateurs qui ne peuvent pas eux-mêmes facturer de la TVA, donc par exemple un assureur qui est exonéré de TVA, il ne peut pas malheureusement déduire la TVA qui lui est supportée. Donc, in fine, dans un secteur où seul l'assureur serait exonéré de TVA, on aurait un souci puisque sur tous ces coûts, il supporterait de la TVA qui serait du coup non déductible, qui serait réintégrée dans le prix des primes d'assurance ou des opérations réalisées aux consommateurs finaux. Principalement, en effet, c'est un des premiers points qu'il faut retenir, c'est ce qui est sur la slide dans le deuxième bullet point, c'est de dire si je ne facture pas de la TVA, malheureusement, je ne peux pas déduire la TVA que je supporte sur mes achats. On verra, il y a une petite exception lorsqu'on travaille avec des opérateurs et des assurés qui sont hors de l'Union européenne, mais c'est un petit peu à la marge. Principalement, du coup, ce qu'il faut retenir en matière de TVA, je peux déduire la TVA si je la facture. Si je suis exonéré, malheureusement, je ne peux pas déduire la TVA. Autre effet un petit peu français, on a une deuxième taxe qui s'ajoute, qui vient réenchérir le coût des salaires versés. C'est ce qu'on appelle la taxe sur les salaires. Dès lors qu'on a plus de 10% de son chiffre d'affaires qui est lié à des produits non soumis à la TVA ou hors du champ d'application de la TVA, par exemple des dividendes ou des subventions ou ce genre de choses, on pourrait être soumis du coup à cette taxe qui peut en moyenne aller jusqu'à une tranche maximale qui est de 13,6% des salaires bruts versés. Donc on le comprend bien, chez un courtier, chez un assureur, c'est un surcoût qui finalement va augmenter du coup la gestion de son activité, mais également aussi se répercuter sur les clients. Il faut juste avoir en tête que si on est un courtier, on pourrait avoir des opérations qui seraient soumises à la TVA. On va y revenir après. Certains courtiers ont quelques activités qui pourraient être soumises à la TVA, soit parce qu'elles sont annexes, soit parce qu'on n'est pas capable de démontrer qu'on agit en tant que courtier ou intermédiaire d'assurance. Dans ce cadre-là, ces opérations-là permettent de monter ce qu'on appelle le coefficient de déduction de la TVA et on pourra déduire une partie de la TVA qu'on aura supporté et on aura un petit peu moins de taxes sur les salaires. Vous comprenez bien, c'est tout un jeu de vases communicants. Si je facture de la TVA, j'ai pas de surcoût. Si je ne facture pas de la TVA, j'ai un surcoût. Et quand je suis entre les deux, bah, j'ai une sorte de progressivité. C'est pour ça pour cette question, elle est importante pour un certain nombre de courtiers qui se situeraient en zone grise, c'est-à-dire qui ne savent pas et qui doivent arbitrer sur le fait que potentiellement ils sont à risque de redressement. Est-ce qu'ils sont en mesure ou pas de justifier qu'ils font des activités de prospection? Dans ce cadre-là, il peut être opportun de se poser la question de la soumission à la TVA, parce qu'effectivement, comme il y a des vases communicants, ça peut être opportun de simplement basculer au régime de la TVA. Merci. Et comme je le disais, il y a quelques types d'opérations qui ouvrent droit à déduction. Donc, c'est les contrats d'assurance ou les opérations d'assurance qui sont réalisées avec des assurés ou réassurés qui sont domiciliés en dehors de l'Union. Une sorte de subvention, on peut dire, à ce que les opérateurs européens travaillent aussi hors de l'Union européenne et qu'il n'y ait pas aussi, comme c'est pas uniforme en dehors de l'Union européenne, qu'il n'y ait pas de surcoût à travailler avec des assurés hors de l'Union européenne. Puis également un régime pour favoriser les exportations de biens. Donc si on a un assureur et qu'on assure des opérations sur des exportations de biens, on a le droit de déduire la TVA. Ça reste quand même assez à la marge chez beaucoup d'assureurs. Beaucoup d'assureurs, malheureusement, ont très peu de droits à déduction. Alors, pour cette première phase de l'exception, c'est-à-dire donc de l'exonération, on est dans les opérations d'assurance et de réassurance. Un petit point un peu historique sur ce que prévoyait le BOFIP avant toutes ces évolutions. Eh bien, le BOFIP, quand on regarde les versions à partir de 2012 jusqu'à peu près 2019, prévoyait que les opérations qui étaient faites par des opérateurs, par des compagnies d'assurance dans le cadre de leurs activités réglementées étaient exonérées de TVA. Progressivement, donc avec l'évolution des jurisprudences européennes et nationales, donc le BOFIP, encore une fois, s'est émancipé de la notion de statut réglementé pour s'intéresser à la nature des opérations qui sont réalisées.
Et dans le cadre de l'opération d'assurance et de réassurance, pour bénéficier de l'exonération de TVA, eh bien, l'administration nous donne une définition de ce qu'est l'opération d'assurance. On nous dit que moyennant le paiement d'une prime qui serait payée donc préalablement, eh bien, l'opérateur, l'assureur, se charge de procurer à l'assuré eh bien, la prestation qui a été convenue lors de la conclusion du contrat en cas de réalisation du risque couvert. Le BOFIP ensuite nous donne quelques exemples de ce qu'est une opération considérée comme une opération d'assurance ou ce qui ne l'est pas. On voit bien dans l'un des exemples qu'il n'est pas nécessaire d'être assureur pour bénéficier de cette exonération, puisque dans l'un des exemples qu'elle nous fournit, eh bien, c'est une société et nullement un assureur. Et quand je parle d'assureur qui inclut les trois types d'organismes assureurs, c'est-à-dire compagnie d'assurance, mutuelle ou institution de prévoyance. Là, en l'occurrence, c'est aucun de ces trois statuts, c'est une société. Et on reviendra ensuite dans le détail puisqu'on en parle après de cet exemple. Mais voilà, c'est la nature et pas le statut qui compte ici. En effet, en matière de TVA, on essaye quand même d'être plutôt objectif. Et donc, pour uniformiser aussi l'application de l'exonération dans l'Union européenne, on essaye d'avoir des règles qui sont distinctes du droit national. La petite spécificité, c'est que en droit français, le courtage, c'est quand même très spécifique et on retrouve des schémas contractuels qui sont propres à la France et qu'on retrouve peu moins en droit européen ou dans les autres pays de l'Union européenne. Donc c'est pour ça que c'est posé à l'administration un certain nombre de questions sur l'application de cette nouvelle doctrine de l'administration. Et notamment pour la seconde partie, c'est-à-dire les prestations de services afférentes à ces opérations. L'administration nous dit pour cette catégorie qu'il n'y a pas, à la différence de l'opération d'assurance, de définition stricte de ces prestations de services afférentes aux opérations. Donc, ces prestations sont entendues de manière large. Elles comprennent les émissions de contrats, affiliation de nouveaux bénéficiaires, émission d'appels, encaissement de primes, règlement des sinistres, bref, tout ce qui a trait et est afférent à l'opération d'assurance. Simplement, pour pouvoir bénéficier de l'exonération, le point central, c'est d'être réalisé par un assujetti, c'est-à-dire par un courtier, un intermédiaire d'assurance au sens du BOFIP. Donc, finalement, il y a trois conditions pour bénéficier pour un prestataire de cette exonération. C'est faire des prestations afférentes à ces opérations, pas très compliquées, mais surtout, c'est être considéré comme un courtier ou un intermédiaire d'assurance au sens du BOFIP. Et pour ça, il y a deux sous-conditions. La première, en effet, c'est que l'intermédiaire soit en lien avec l'assureur et l'assuré. On verra que ça peut être direct ou indirect, on en parlera un petit peu après. Mais en fait, il faut retenir qu'en matière fiscale, un intermédiaire, c'est quelqu'un qui met en relation des opérateurs sans avoir un intérêt direct dans le contrat, donc il n'est pas partie au contrat, mais il met bien en relation l'un et l'autre et favorise la conclusion du contrat. Donc il faut bien qu'il se place entre les deux opérateurs. Il n'est pas un simple rôle, par exemple, de donner le nom d'un assuré à l'assureur. Il faut qu'il ait un rôle actif dans la relation. Et ce n'est pas la condition d'ailleurs la plus compliquée, celle d'entretenir un rapport avec l'assureur et l'assuré, parce qu'on constate en pratique que cette condition est globalement facile à démontrer et ce n'est pas celle qui pose le plus de difficultés. Celle qui est en réalité le cœur du sujet pour les intermédiaires et les courtiers, c'est cette fameuse le fait que les prestations doivent être caractéristiques d'un intermédiaire et d'un courtier, et au sens du BOFIP, pas au sens, encore une fois, de réglementaire Code des assurances. Avant, il y avait un renvoi au Code des assurances, et notamment au fait d'être immatriculé à l'ORIAS ou d'avoir une capacité, d'avoir la capacité. Donc tout ça, c'est vraiment assurantiel. Là, on n'a plus ces conditions, elles ont été supprimées, et vraiment, on parle de la nature des opérations qui doivent, en l'occurrence, avoir trait à la prospection, au sens large. On va rentrer dans le détail donc de chacune de ces conditions. Alors, on va parler, du coup, j'en ai déjà un petit peu parlé, du fait que la notion de lien entre l'assureur et l'assuré, c'est vu de manière directe et indirecte. C'est-à-dire que je pense que toi, tu le vois bien dans tes clients, on pourrait avoir
une vision très limitée en disant vraiment que c'est le rôle d'intermédiaire, c'est-à-dire vraiment je suis là présent lors de la conclusion du contrat et j'ai mis en relation les parties, mais en réalité l'administration a une vision un petit peu plus large et adaptée au secteur. Et surtout, le point essentiel, c'est que l'administration au sein du BOFIP indique clairement et expressément que la relation n'a pas besoin d'être directe, elle peut également être indirecte. Donc, et elle donne des exemples de ce qui est supposé être une relation, en tout cas directe ou indirecte. Elle donne des relations de courtage entre partenaires. On a par exemple des courtiers grossistes dont l'administration nous dit, bon, ben, dans ce cadre-là, eh bien, il y a des relations avec l'assureur et l'assuré du courtier grossiste, les relations également de sous-courtage, et puis elle nous donne également et de co-courtage, et le fameux exemple qu'elle donne également à la toute fin, c'est celui d'un gestionnaire de portefeuille. Et là, c'était le point qui posait le plus de difficultés et qui a d'ailleurs donné lieu à des questions qui ont été posées à la direction des finances publiques, qui ont donné lieu à des courriers et, in fine, très récemment, à un rescrit en la matière pour savoir si, notamment, le cocourtier gestionnaire, pour ce cas précis, lui aussi pouvait bénéficier de l'exonération, et on a d'ailleurs soumis plusieurs cas de figure à l'administration. On reviendra sur ces différents cas de figure. Oui, c'est intéressant. Dans le domaine de l'assurance, on a des courriers, des rescrits, on va en parler après. Et il faut avoir en tête que seuls les rescrits dits publics, ceux qui ont été repris au BOFIP, sont opposables à l'administration en cas de contrôle fiscal. Les courriers qui sont adressés à des fédérations ou à des opérateurs, c'est des interprétations de l'administration, mais comme ils n'ont pas été publiés, ils sont opposables que pour les opérateurs qui l'ont reçu. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que on peut trouver plein d'interprétations de l'administration qui sont généralement toujours dans la même lignée, hein. L'administration n'a pas changé de position entre les différents courriers, elle a simplement précisé des points spécifiques. Mais les courriers, enfin les positions qui protègent vraiment les contribuables sont celles qui ont été publiées au BOFIP. Et donc on le verra tout à l'heure, certains rescrits ont été publiés au BOFIP et deviennent d'une portée dite générale. Donc c'est ceux-là qu'il faut pouvoir avoir en cas de contrôle fiscal pour éviter tout redressement. Ça n'empêche pas qu'on peut publier d'autres positions de l'administration, mais elles ont une force qui est un peu moindre. Les inspecteurs peuvent considérer, par exemple, qu'on n'est pas exactement dans le courrier ou pourraient considérer que le courrier ne leur est pas opposable puisqu'il n'a pas été rédigé pour le compte de l'opérateur qui est contrôlé. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir, tout ce qui est publié au BOFIP, tant les rescrits, opposabilité totale. Pour le reste, c'est un sujet de discussion avec l'administration. Généralement, elle suit quand même la position qui sont dans les courriers. Exactement. Après, ces courriers, même lorsqu'ils ne sont pas publiés, ont le mérite d'exister, d'analyser différentes situations. Je pense notamment au courrier, il y a un courrier du 12 décembre 2022 qui fait état de plusieurs situations qui n'ont pas été publiées, elles, à la différence de celui du 26 décembre 2023, qui fait l'objet du rescrit qu'on va analyser tout à l'heure. Mais pour celui-ci, ça donne des indices. On peut éventuellement les mentionner si un jour on a un contrôle et qu'on veut s'en... Mais encore une fois, la force n'est pas la même que les rescrits qui sont publiés. Pour ensuite en revenir à notre support et donc à la condition essentielle, celle de la prospection au sens large. Donc on l'a vu, c'est quelque chose qui regroupe finalement l'administration en tant que ce soit une notion large, donc qu'elle regroupe beaucoup d'activités qui sont inhérentes à l'opération d'assurance. Et l'administration nous donne également des exemples en utilisant la terminologie notamment pour montrer que la liste n'est pas exhaustive et qu'il s'agit d'exemples. Et donc, ce n'est pas une liste limitative. C'est important de se le dire parce que ce ne sont que des exemples. Mais là encore, les exemples sont assez larges. On nous dit que relève de la prospection le fait de renégocier ou de reconduire des contrats, de permettre la souscription d'extensions de garanties ou d'options, par exemple, de participer à des appels d'offres ou de négocier des renouvellements. Voilà. Donc une vision assez large de l'administration. Par contre, il y a des activités où on ne peut pas avoir malheureusement l'exonération. Exactement. Là, le BOFIP, pareil, nous donne des exemples concrets. Il nous dit que quand on est dans le cadre d'une gestion isolée, pure gestion, on appelle ça aussi du back-office, quand on est dans du service d'appui ou d'intendance, dans ce cas-là, eh bien, la règle, c'est d'être soumis à la TVA.
Après, lorsqu'on est dans des missions de gestion, mais que par ailleurs on fait de la prospection, il y a aussi la question de se dire si je fais de la distribution et de la gestion pour un même produit, ben dans ce cas-là, je bénéficie de la définition de courtier et d'intermédiaire au sens du BOFIP et donc je suis exonérée. Ensuite, il y a aussi la question de si je ne fais que de la gestion sur un produit et de la distribution sur un autre, comment on considère tout ça? Est-ce qu'on fait, et ça, on l'analysera sous l'angle des offres composites par la suite. Mais voilà, c'est vrai que le BOFIP nous dit, voilà ce qui est exonéré, voilà ce qui ne l'est pas. Entre deux, effectivement, nous, on constate que dans la pratique, il y a des zones plus ou moins à risque, c'est-à-dire qu'il y a des zones où il y a des situations dans lesquelles c'est évident qu'on est dans l'exonération, dans le champ de l'exonération, il n'y a pas de sujet. Il y a des zones où c'est un peu moins évident, notamment quand on a des schémas de cocourtage, parce qu'il y a plusieurs intervenants et que le rôle de chacun est un peu difficile à définir et à savoir lequel qui fait quoi. Et justifier justement des prospections pour un cocourtier gestionnaire, c'est parfois compliqué. Donc pour ça, eh bien, il y a des méthodes et on les analysera également après, parce que sinon, si on ne le fait pas bien, il y a des risques. Tout à fait. L'administration, son grand jeu dans le cadre des contrôles fiscaux, c'est de regarder vraiment le rôle effectif de l'opérateur, si vraiment il agit comme un courtier ou non, et quelle est la valorisation que les services de back-office ou autres, d'études financières, d'assistance informatique recouvrent dans son activité de courtier. Et si jamais elle venait à contester l'exonération de TVA, évidemment, elle peut recalculer de la TVA en dedans des montants perçus par l'opérateur. Donc on voit bien ça peut être très important parce que du coup, on est soumis au taux normal, donc ça veut dire environ 16% du prix qui est demandé par l'administration fiscale. On peut quand même compenser un tout petit peu les effets du contrôle, puisqu'on pourra réclamer, s'il le faut, la taxe sur les salaires qu'on aurait payé à tort ou autre. Mais on voit bien, avec des pénalités et des intérêts, ça peut être un montant qui peut être colossal pour un opérateur. A contrario, si on est un opérateur qui a soumis à la TVA à tort, eh ben, malheureusement, on ne peut pas se cacher sur ce sujet-là. Ça entraîne deux situations. La personne qui a été facturée à tort, si elle a pu déduire une partie de cette TVA, bah, l'administration pourrait également lui contester la déduction de cette TVA. Et du côté de l'opérateur qui aurait facturé à tort, bah, il peut être soumis à la taxe sur les salaires et d'avoir un souci en matière de déduction de la TVA. Donc ce qu'il faut en retenir, c'est qu'on n'est jamais serein tant qu'on n'a pas fait une analyse précise pour s'assurer du régime de TVA. Si on a un doute, il faut la faire. Pourquoi? Parce que ça peut avoir des conséquences assez fortes, tant commerciales, on l'a vu si je facture à tort de la TVA, tant fiscales lorsque j'applique soit la TVA à tort, soit j'exonère à tort. Et ce ne sont pas des questions théoriques, parce qu'on aurait pu se dire que c'était une modification du BOFIP et que les inspecteurs prendraient le temps, le fisc prendrait le temps de laisser les intervenants d'ingurgiter un peu ces évolutions. Mais en réalité, non. On constate qu'il y a des contrôles sur le sujet et que le fisc contrôle précisément ce régime de TVA quand il va chez un courtier pour vérifier que le régime de TVA est le bon. On en parlera effectivement après. On a quelques exemples de contrôles fiscaux, d'éléments à préparer, ce genre de choses. On vous propose de passer à la deuxième partie. On va parler, du coup, on en a déjà un tout petit peu évoqué le sujet, mais le fameux rescrit qui a été publié l'année dernière au BOFIP. On a plusieurs cas qui sont traités. On va y revenir en les parcourant l'un après les autres. Un des premiers sujets qui a été traité, c'est une reprise d'une jurisprudence et de sujets qui avaient déjà un peu animé la place, mais en matière de holding avec des filiales. Lorsque la holding va venir négocier des contrats d'assurance groupe, elle a le droit à garder l'exonération en matière d'assurance dès lors qu'elle refacture à l'euro les primes et les codes-parts qu'elle aurait supportés pour chaque filiale. Ce que ne veut pas l'administration, et on y reviendra après dans la notion d'opération complexe, c'est que la holding vienne cacher dans la refacturation une partie de sa rémunération, non pas en tant que courtier, puisqu'elle a acheté directement les contrats, mais en tant qu'opérateur qui gère un petit peu le groupe, et donc on viendrait cacher une prestation taxable au sein de la prestation d'assurance. Or, en matière de TVA, si on a une opération qui n'est pas dite accessoire et qui est soumise à la TVA dans un corpus où il y a des opérations d'assurance, ça peut entraîner la TVA sur le tout. Donc l'administration, là, elle a donné une grille de lecture qui est une grille de lecture qui est jurisprudentielle. Si je suis une holding que je contracte avec un assureur un contrat d'assurance ou de réassurance, si je refacture à l'euro les primes supportées à la quote-part qui revient à chaque filiale, je peux garder l'exonération.
Malheureusement, si je marche dessus, je perds l'exonération et je suis en TVA. Il me semble qu'il y a une jurisprudence sur le fait qu'une société ait ajouté, enfin, a pris une marge. Et effectivement, là, régime de TVA, basculer la TVA. Donc ça aurait pu entraîner par exemple que certains opérateurs refacturent à l'euro et auraient appliqué de la TVA à tort, et inversement, certains ont probablement un petit peu de manière opportune dans des secteurs où on ne pouvait pas déduire la TVA, ont choisi de ne pas appliquer la TVA alors que la holding, elle avait marge. Exactement. La deuxième situation, et donc qui a donné lieu à un rescrit, c'est celle du cocourtage, notamment lorsqu'il y a un cocourtier gestionnaire. Alors là, dans ce cadre-là, c'est un rescrit 148 dont le BOFIP renvoie directement. Et ça fait partie de la condition au rapport avec les assurés et l'assureur. On a ce renvoi du BOFIP vers le rescrit. Et ce rescrit, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, ce rescrit, en réalité, c'est, comme je le disais tout à l'heure, une officialisation du courrier de décembre 2023 qui avait analysé 3 situations. Là, à la différence de ce courrier de 2023, on a une situation en plus qui est analysée par l'administration et elle reprend donc 4 schémas de partenariat avec un courtier gestionnaire pour nous dire s'il est ou non exonéré ou soumis à la TVA. Le premier cas de figure, c'est l'opération de gestion par un co-courtier gestionnaire de contrats commercialisés avec un co-courtier apporteur. Là, dans ce cas de figure, il faut faire attention parce que les précisions sont quand même importantes. L'administration nous dit, si ce co-courtier gestionnaire est en relation avec l'assureur, et elle donne l'exemple d'une convention de partenariat entre ce co-courtier gestionnaire et l'assureur, et que par ailleurs, il est en relation avec le co-courtier partenaire apporteur, avec lequel il réalise conjointement des missions qui ont attrait à l'opération d'assurance. Donc là, encore une fois, ces prestations, elles sont vues au sens large, mais que par exemple également, il peut justifier du fait qu'il renégocie des renouvellements ou la conclusion d'options sur un contrat, ou le fait même d'ailleurs de négocier la sortie de ce contrat vers un autre assureur, eh bien, tout ceci participe à dire qu'il fait des actions de prospection et donc qu'il peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article 261C deuxièmement du Code général des impôts et donc exonération de TVA pour ce cocourtier gestionnaire. Le deuxième cas de figure qui est évoqué par l'administration, c'est celle de l'intervention du cocourtier gestionnaire avec un cocourtier apporteur, mais cette fois-ci dès la phase de l'appel d'offres. En fait, les deux participent. La petite spécificité, c'est que l'administration nous dit que le cocourtier gestionnaire n'a pas besoin d'être rémunéré pour ses actions de prospection aux côtés du cocourtier apporteur pour pouvoir bénéficier de l'exonération de TVA. La troisième situation, c'est donc une nouveauté par rapport au courrier du 26 décembre 2023, qu'on ne retrouve pas dans ce courrier. C'est celle d'un cocourtier gestionnaire qui agit directement en partenariat avec un assureur. Donc là, il n'y a pas, en fait, je dis cocourtier, il n'y a pas de cocourtier puisqu'il y a un courtier gestionnaire et l'assureur. Dans ce cas de figure, on nous dit que si le courtier gestionnaire participe avec l'assureur à la présentation de l'offre d'assurance, que par exemple l'assureur, lui, présente le volet risque assurantiel et que le gestionnaire présente le volet gestion du contrat, qui fait partie de l'opération d'assurance en réalité, hein, parce que c'est la gestion d'un contrat, on ne peut pas vendre un contrat qui n'est pas géré. En réalité, c'est inhérent à l'opération d'assurance. Simplement, on nous dit que s'il participe avec l'assureur lors de cette présentation des contrats, eh bien, ça c'est important et c'est ça qui justifie le fait qu'il bénéficie de l'exonération. Le quatrième cas de figure, c'est assez simple. On nous dit que quand on est dans le cadre d'une gestion isolée, en dehors d'un schéma de cocourtage, eh bien, c'est de la gestion pure et simple. On n'est pas sur le champ d'application de l'exonération et donc on est soumis à TVA. Mais en réalité, ça fait sens parce qu'effectivement, si on est c'est l'exemple en fait un petit peu d'Aspiro par exemple. Aspiro, c'était un gestionnaire qui ne faisait que de du règlement de sinistre. Bon, ben là, rien, il est impossible de démontrer qu'on fait de la prospection. Ça, ces activités de gestion qu'on dit pures, isolées, sont soumises à TVA.
l'administration, à la fin de ce rescrit, ouvre également la porte à une situation dite intermédiaire. Alors, cette situation intermédiaire, ce serait celle où un cocourtier gestionnaire agit sur un portefeuille dans lequel il a à la fois de l'exonération parce qu'il justifie qu'il participe à la prospection du contrat, et à la fois pour des contrats pour lesquels il fait de la gestion pure, il ne peut pas justifier de prospection, et dans ce cas-là, il est soumis à TVA. L'administration nous dit que dans ce cadre-là, il y a la possibilité de regarder au cas par cas et de voir quel est le régime sous l'angle de l'opération complexe, ce qui fait une parfaite transition pour la question des offres composites. Oui, alors tout à fait. Les offres composites, alors c'est un sujet qui est plus large que l'assurance, mais en fait, en principe, en matière de TVA, on dit que lorsqu'on a des opérations différentes, elles doivent en principe avoir leur propre régime de TVA. Donc ça voudrait dire que on devrait découper chacune des opérations pour identifier quel est le régime de TVA lié à chaque fonction d'un opérateur. Toutefois, comme ça n'a pas forcément de sens, en matière de TVA, on prévoit des exceptions lorsque on a une prestation qui est indissociable du point de vue du consommateur et dont la décomposition aurait un caractère artificiel. En dehors de l'assurance, on parle par exemple, si vous achetez une bouteille d'eau, vous achetez principalement l'eau et le plastique, bah, on ne va pas vous faire une ligne pour le plastique, une ligne pour l'eau. On vous vend tout ça dans un package unique et ça paraît très bizarre pour le consommateur qu'on vienne découper l'opération. En matière d'assurance, on va voir, c'est la même chose. L'administration, elle fait une analyse au cas par cas pour essayer d'identifier si le consommateur, qui est entendu comme le client de l'opération, ça peut être un professionnel ou un assureur, achète une prestation unique ou s'il achète plusieurs prestations distinctes et que dans ce cadre-là, on devrait avoir des régimes de TVA différents. La deuxième exception, c'est quand on a un package, un ensemble d'opérations qui pourraient être vues comme distinctes, mais potentiellement, il y en a une qui est très accessoire par rapport aux autres. Elle n'est juste là que pour permettre au client de mieux bénéficier de la prestation principale. Et donc, par exemple, on parlait de gestion tout à l'heure, c'est un peu cette idée-là. Si je fais des opérations d'assurance et qu'il y a un tout petit peu de gestion, c'est peut-être nécessaire et donc ça n'emporte pas forcément la taxation à titre obligatoire du côté du prestataire. On a une grille de lecture qui a été apportée par l'administration au travers de plusieurs BOFI, puisque c'est des sujets qui ne touchent pas que le milieu de l'assurance. On a des sujets de taux, on a des sujets évidemment de identifier si on est face à une prestation de service, à une livraison de biens. On est là aussi pour des questions de territorialité, donc de choisir où ça sera taxé. L'administration, du coup, elle a repris des dizaines de jurisprudences, qui sont soit des jurisprudences nationales, voire au niveau communautaire, pour identifier quels sont les critères. Et donc, on a des critères de regroupement. Donc, par exemple, quand le consommateur recherche spécifiquement à la fois l'opération, par exemple, d'assurance et de gestion dans un package unique, parce que c'est ce qu'il recherche, dans ce cadre-là, l'administration a plutôt tendance à dire bah, c'est l'assurance qui va l'emporter et donc on va exonérer toute la prestation. Par contre, si on a deux contrats, on a une facturation distincte, on a des prestations qui ont été conclues à des périodes différentes, l'administration, elle va considérer que le consommateur, le client, est capable d'identifier chaque prestation et donc que pour lui, c'est un besoin différent potentiellement. Et dans ce cadre-là, ils vont considérer que, eh ben, il faut traiter chaque opération de manière distincte. Donc, si j'ai un contrat de gestion qui a été signé quelques années après un autre contrat qui portait sur des opérations d'assurance, l'administration aurait tendance à dire que la gestion est probablement taxable. Donc, c'est pour ça que il faut bien présenter les choses, il faut que ça soit potentiellement dans des contrats uniques, que ça soit facturé de la même façon. Donc, parmi les autres critères que l'administration regarde, elle regarde évidemment le prix, elle regarde la faculté pour un opérateur d'acheter ou non les prestations annexes de manière indépendante. Elle va regarder si le même opérateur a des offres différentes et qui permettent en fait à chacun de prendre une partie ou non des prestations un peu à la carte. Et elle va aussi regarder si le consommateur il est capable vraiment d'identifier la part précise, par exemple, de la gestion dans le contrat d'assurance. Si la partie gestion est précisément indiquée comme ayant un prix spécifique, bah pour l'administration, c'est déjà un premier indice. Alors, ces éléments, c'est bien des indices. Il faut faire une analyse au cas par cas. On va le voir, c'est vraiment une analyse qui doit être faite. On ne peut pas donner une grille de lecture unique. Ça dépend de plein de choses, que ce soit l'équilibre économique des prestations, ce genre de choses. Alors, ce qui est un petit peu frustrant d'ailleurs, parce que quand on regarde les positions de l'administration, et je pense notamment au courrier du 12 décembre 2022, où il y a une batterie d'exemples de situations qui sont évoquées, l'administration nous dit toujours, elle renvoie à une analyse au cas par cas.
Je pense par exemple, et je le cite, il y a le cas qui a été soumis donc à l'administration, où on posait la question à l'administration de savoir si c'était ou pas exonéré le fait de dire qu'un courtier qui gère des contrats en run-off, donc qui sont plus ouverts à la souscription, mais qui existent toujours parce qu'en réalité, c'est des garanties de longue durée pour ce type de contrat. On nous dit que le schéma qui a été proposé, c'est le suivant, c'est le courtier, il peut justifier que pour une partie de ce portefeuille, il a participé à la distribution, à la prospection de ce contrat, que pour une autre partie de ce contrat, il ne peut pas en justifier parce qu'en réalité, il a juste récupéré le package entier et il fait la gestion finalement de tout ce contrat en run-off. Bon, ben là, l'administration, elle renvoie par exemple aux offres composites et à l'analyse au cas par cas. Frustrant parce que on n'a pas de position et merci, mais qu'est-ce qu'on fait? Et ben, dans ce cadre-là, il faut effectivement mettre les mains dans le cambouis, regarder est-ce qu'il s'agit de 80% du portefeuille pour lequel on est capable de dire qu'on a effectivement réalisé des missions de prospection et qu'on est capable d'en justifier, et 20% restants pour lequel on dit que non, ça, on n'est pas capable, mais c'est le même contrat. C'est ça, en fait, la difficulté. C'est la proportionnalité, c'est ce qu'on est capable de justifier, et après, encore une fois, c'est des faisceaux d'indices. Oui, ce qu'il faut retenir, c'est que ça arrive assez souvent qu'on fasse même des demandes de rescrit sur ce type de situation. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu subjectif, c'est une analyse au cas par cas, et donc quelquefois on est à la limite entre la taxation ou le fait qu'on aura une prestation unique qui soit intégralement exonérée. Donc on vous a mis un des exemples. Par exemple, on a déjà eu des opérateurs qui faisaient à la fois de la réassurance et de la gestion, et l'administration a regardé au cas par cas comment était structuré le contrat. Est-ce que le client, donc l'opérateur, c'était un assureur en face, donc qui se faisait réassurer, souhaitait ou non la gestion? Est-ce que c'était une prestation annexe ou non? Elle a regardé le poids de la rémunération de la gestion par rapport au poids de la réassurance. Donc, on fait vraiment une analyse au cas par cas. Et donc, on ne peut pas malheureusement vous donner une grille de lecture qui marche dans tous les cas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que sur des gros enjeux, et quand il y a un fort doute, il ne faut pas avoir peur de poser la question à l'administration. C'est à double tranchant, certes, on pourra avoir une réponse négative, mais au moins, si on a une position qui est dans la lignée de ce qu'on recherche, on est sûr qu'on a quelque chose d'opposable que l'administration ne pourra pas contester. C'est un peu la difficulté, c'est que les lettres que l'administration a données ne sont pas forcément opposables, mais elles donnent déjà des indices de la grille de lecture de l'administration. On est sûr que si on n'est pas très loin des sujets qui sont dans les lettres de l'administration, si on redépose une demande de rescrit, on aura probablement une confirmation. Exactement. Et puis là, en plus, on peut poser une situation bien précise avec des cas d'espèce, des pourcentages, effectivement des rémunérations, et pas juste un schéma dans les grandes lignes pour avoir une réponse. On aurait une réponse plus précise et au cas d'espèce. Après, souvent, ces questions-là de rester en TVA ou basculer, il faut vraiment, j'insiste sur le fait de faire un audit de ces pratiques parce que, en réalité, il y a des zones, on le sait, hein, la pratique le montre, il y a vraiment des zones de risque et souvent, les intervenants, en fait, ont envie de jouer le jeu et d'appliquer le bon régime de TVA, simplement. Vraiment, ils ne savent pas lequel appliquer parce que c'est vrai que ça a été précisé et encore heureux qu'il y a effectivement des rescrits et des positions, mais il y a des situations qui sont encore assez floues et qui nécessitent ce type d'intervention, c'est-à-dire un rescrit pour poser véritablement, surtout si c'est à des enjeux financiers importants, si c'est des gros contrats, ça vaut le coup de poser la question à l'administration qui d'ailleurs joue le jeu et répond là, sur Oui. les situations. Et il faut aussi avoir en tête que c'est pas parce que dans le passé on a eu une exonération à la lueur des anciens BOLFIP et des anciennes positions que il faut continuer à le faire. Il faut continuer, enfin il faut dorénavant se poser la question sur tous les nouveaux contrats, est-ce que l'exonération est applicable? Ce qu'on a fait avant l'intégration d'Aspiro au BOFIP dont on parlait tout à l'heure n'est pas forcément toujours applicable actuellement. On va passer vite. On vous avait mis encore des éléments sur les opérations complexes, les offres composites. Je l'ai déjà un peu abordé, mais le sujet de l'opération complexe, ça a des impacts tant sur la qualification, donc livraison de biens, prestation de services. Ça peut aussi avoir des impacts sur les exonérations, tant de savoir par exemple si elles ouvrent droit à déduction ou non dans d'autres domaines, mais également ça peut avoir des impacts sur la base imposable, parce que par exemple dans certains cas, l'administration va dire il y a un package unique. On va y trouver deux prestations, mais le prestataire ne donne pas le prix de chaque opération qui sont vues comme distinctes. Par exemple, on aurait un package avec
une opération A, une opération B, il n'y en a aucune qui est accessoire par rapport à l'autre. L'administration va donner des clés pour dire, eh ben, il faut considérer que le régime de TVA de A s'applique sur telle part du prix et le régime de B s'applique sur telle part du prix. Donc, c'est pas parce que, par exemple, c'est un bon exemple, j'ai un prix unique que forcément je suis dans une opération complexe. Donc, vous voyez bien, même au sein des packages dits uniques où on a un prix unique, l'administration, elle peut, dans certains cas, dire il n'y en a pas l'une qui l'emporte sur l'autre, mais dire elles sont au même niveau et donc il faut déterminer quel est le prix de chaque part. Donc, ça serait le cas, par exemple, d'un contrat assurance plus gestion où l'administration dirait que la gestion est une opération qui est distincte de l'opération d'assurance. Alors, comme on le disait tout à l'heure, l'appréciation au cas par cas, on va aller rapidement aussi sur cette slide parce qu'en réalité, on l'a déjà mentionné. Au final, cette appréciation, elle reste vraiment au cas d'espèce. Donc, c'est les éléments que vous apportez et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va falloir se constituer quand vous êtes en zone d'exonération des dossiers sur le sujet, c'est-à-dire pouvoir justifier auprès de l'administration en cas de contrôle de ce qu'il y a ou pas activité de prospection. Et c'est vraiment toutes les pièces qui permettent ensuite au cas par cas d'analyser, encore une fois, surtout si on est dans le cadre d'une opération, d'une œuvre composite et que de fait vous souhaitez bénéficier du régime englobant, il faut bien justifier pourquoi vous le faites et c'est pourquoi on le demande et ce pourquoi on considère qu'on rentre dans l'exonération. Et un autre point qu'il ne faut pas oublier, certes, l'administration va regarder toutes les circonstances autour du contrat, mais ce qu'en fait le client de l'assureur n'est pas une des conditions que l'administration va regarder. Vous a mis un exemple, si demain vous êtes assureur et vous travaillez avec un client qui intègre le prix de l'assurance dans ses prestations taxables, ce n'est pas un critère pour l'administration. L'administration, elle va regarder votre relation avec votre client à vous, mais elle ne va pas regarder ce que le client fait de ce coût d'assurance qui aurait été intégré dans une opération taxable ou dans une opération exonérée. On est bien dans une logique non pas de chaîne économique, mais de contrat et de relations avec deux parties ou propres au contrat. Donc malheureusement, ça peut être des éléments intéressants pour l'administration, mais ce n'est pas un élément qui permet de conclure sur la taxation. Donc on vous l'a mis effectivement. Dans ce cadre-là, même si le client ne refacture pas l'assurance ou l'intègre dans le prix d'une autre prestation qui serait taxable, bah, ce n'est pas forcément une raison pour que vous, en amont, vous taxiez votre prestation. Alors, dans le secteur, on voit quand même beaucoup d'opérateurs qui cherchent l'exonération et pour autant, dans certains cas, ça peut être intéressant que les opérateurs choisissent la TVA, que ce soit par choix ou pour éviter des risques, mais aussi il faut faire une analyse au cas par cas pour voir si ça a vraiment un impact. Parce que si je facture de la TVA, bah, mon client ne peut pas la déduire, mais je n'aurai pas de taxe sur les salaires et je pourrais déduire la TVA sur mes prestations. Donc l'impact, il n'est pas vraiment de 20%. On a un effet, il faut calculer ce que ça va réduire sur la marge. En réalité, on n'est jamais à 20%, on est sur un montant qui est vite compensé par la taxe sur les salaires et par les coûts de TVA déductibles, enfin par les gains que j'aurai en matière de TVA déductible. Donc, tout ça, c'est une analyse au cas par cas et des fois, pour 1 ou 2% de marge, certains opérateurs se disent que quand ils sont dans des territoires euh, qui seraient probablement contestés par l'administration, bah, passer en TVA, ça peut aller sans mettre à mal l'activité de l'entreprise. Donc, il faut faire une étude au cas par cas. Et c'est aussi une question de discussion commerciale parce que potentiellement, l'opérateur avec qui on travaille, il a peut-être des droits aussi à la déduction partielle. Peut-être que les 20% de TVA, il en déduit 1% ou 2% ou un peu plus. Ça dépend donc franchement de chaque contrat et de chaque opérateur, mais il ne faut pas voir la TVA comme un frein qui mettrait forcément à mal votre activité dans le secteur. Certains opérateurs sont passés en TVA et n'ont pas pour autant mis la clé sous la porte. Un dernier point d'optimisation qui peut être intéressant quand on est au sein de certains groupes où on a à la fois des courtiers, des assureurs, de la réassurance, on peut se poser la question de la création d'un groupe TVA. Un groupe TVA, c'est un peu comme de l'intégration fiscale pour certains à qui ça parle. C'est un régime qui permet de ne pas appliquer de TVA dès lors qu'on est au sein d'un périmètre de sociétés qui sont contrôlées par un opérateur. C'est un régime qui est très intéressant pour éviter des risques, par exemple, sur des opérations intragroupes, mais également, dans certains cas, en matière de déduction de la TVA
Et malheureusement, ça n'a pas forcément d'impact positif en matière de taxe sur les salaires. Mais ça peut être une porte de sortie lorsqu'on a un doute ou même pour une gestion un peu rationalisée des opérations d'assurance dans un groupe qui aurait à la fois des courtiers, des assureurs, des réassureurs et plein d'opérateurs qui tournent autour de ça. On aurait par exemple une société qui pourrait gérer l'informatique pour le groupe, et ben elle, grâce au groupe TVA, elle ne mettrait pas de TVA sur les opérations qui sont réalisées au profit de l'assureur. En fait, la logique économique, c'est de dire que tous les opérateurs forment maintenant un seul assujetti au sens de la TVA. En réalité, effectivement, le sujet, c'était quand il y a eu la première grosse modification du BEFIP en 2022, celle de se dire que si je bascule en TVA, je suis plus compétitif par rapport à mes confrères. Et en réalité, en pratique, on constate que c'est comme tout le reste. En fait, c'est une modification, c'est un changement. Il faut passer le cap, le faire, et puis on se rend compte qu'en réalité, euh, on reste concurrent parce que effectivement on gagne par ailleurs, que c'est des nouvelles pratiques à adopter certes, mais que il y en a d'autres qui sont en TVA et qui fonctionnent très bien. Donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Alors sur les retours d'expérience, maintenant, l'idée là, le principal point, c'est de dire que encore une fois, c'est pas une question théorique, c'est une réalité. Que le fisc va précisément vérifier que le bon régime de TVA est applicable en fonction des opérations. Et pour vous donner un exemple concret d'un contrôle qui a eu lieu en 2023, c'est comme pour tout, hein, les contrôles, ça dépend de la personne qui contrôle. Donc c'est très aléatoire. Certains contrôleurs se suffiront de certains éléments pour dire que bon, c'est bon, vous justifiez. Et puis il y a d'autres contrôleurs qui, au contraire, ont envie de se remonter les manches et de mettre les mains dans le cambouis pour vérifier ce qu'il en est. Et là, en l'occurrence, dans le cas de ce contrôle, je vous donne un exemple concret. J'ai évidemment anonymisé, mais j'ai repris les questions du contrôleur au courtier gestionnaire. En l'occurrence, là, c'était un courtier gestionnaire. Il indiquait, vous dites que vous faites une activité commerciale. Pouvez-vous justifier de ces actes de commercialisation? Seriez-vous en possibilité de m'adresser une copie des contrats de commercialisation sur la période vérifiée, qu'ils soient aboutis ou non, ainsi que des courriers et échanges justifiant de la pratique commerciale? Merci de préciser également les procédés de commercialisation mis en place, les procédures, ainsi que les objectifs et moyens que vous avez mis en place pour la commercialisation des produits d'assurance. Donc, ce n'est pas une question théorique et on ne peut pas simplement, dans le cadre d'un contrôle, s'en tenir à des affirmations. Il faut, dans certaines situations, justifier et avoir des éléments. Parce que ils vont effectivement dans le détail et ils vérifient, même quand on est dans le cadre de partenariat, ils demandent, là en l'occurrence pareil, je regarde, mais ils demandent est-ce que vous avez dans le cadre de votre partenariat, parce qu'il mentionnait un partenariat, ce courtier, avez-vous un contrat signé, établi, quelle est votre rémunération au titre de cette relation, quelle est la rémunération au titre de la gestion, celle au titre de la prospection, voilà. Ils rentrent dans le détail, ils posent des questions. Et les motifs de redressement les plus fréquents, c'est précisément parce qu'on n'a pas de preuve de la prospection, d'avoir essayé de chercher des prospects, de les mettre en relation avec l'assureur en vue de la souscription du contrat d'assurance. Encore une fois, là, le sujet, c'est pas qu'il y ait ou pas signature de contrat d'assurance, parce que l'administration a dit que c'est pas déterminant qu'il y ait une signature du contrat. C'est le fait de prospecter au sens large, encore une fois. Les autres motifs de redressement, c'est aussi des confusions entre ce qui relève de la gestion pure et de l'intermédiation au sens du BOFIP, parce qu'encore une fois, il y a l'opération et l'intermédiation d'assurance au sens du Code des assurances. Il faut vraiment pas il faut le dissocier du sens du BOFIP, qui est donc en réalité une définition propre désormais qui est adoptée par l'administration fiscale. Il faut également faire attention aux facturations qui sont établies et aux documentations qui vont avec. Et quand on a des anciens contrats, pas hésiter à demander des conventions de partenariat, en tout cas sécuriser l'existant. Parce que des fois, il y a aussi de très vieux contrats, donc on n'a pas de preuve de prospection. Bon, là, il faut voir aussi ce qu'on fait. Ces très vieux contrats, est-ce qu'on décide de se rapprocher de nos partenaires pour demander à signer des conventions? Voilà, parce que par ailleurs, il y a des techniques pour sécuriser
Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur le risque avant de passer. Il y avait juste, on avait mis deux petits exemples où on avait des opérateurs qui n'étaient pas vraiment intermédiaires. Donc, c'est des exemples un peu spécifiques, mais c'était des cas où des opérateurs qui n'étaient pas forcément des courtiers au sens réglementaire avaient négocié des contrats ou mettaient en avant des contrats, mais n'avaient pas de rôle actif dans la relation entre l'assureur et l'assuré. Et donc, évidemment, l'administration a bien précisé que dès lors qu'on n'est pas dans un rôle actif entre l'assureur et l'assuré, quand on est un rôle simplement de référencer, par exemple, une offre d'un assureur sur son site internet, ça ne fait pas de soi un courtier en assurance, ce qui paraît plutôt logique. Exactement. Alors, pour sécuriser maintenant les pratiques, ben, il y a plusieurs leviers. Le premier, c'est celui d'auditer déjà ce qu'on fait, de regarder si on a des zones dans l'existence, si on a des zones de risque, des zones où on est sûr d'être dans le champ d'exonération, dans ce cas-là, pas de sujet, des zones où on se dit, bah non, mais c'est sûr, c'est soumis à TVA, donc on soumet et on le fait correctement. Et puis donc, dans les zones à risque, eh ben, identifier et arbitrer. Ça, c'est le côté audit, pour bien vérifier tout ça. Ensuite, un point qui, moi, me paraît essentiel, c'est la signature de conventions de partenariat. Ces signatures de conventions de partenariat avec les cocourtiers apporteurs ou les assureurs directement, elles sont essentielles parce que c'est un premier niveau d'information, mais c'est un niveau quand même, où on dit quel est le rôle de chaque intervenant et on définit les missions de chacun. Et dans ces définitions de mission, eh bien, on peut dire que justement, on peut justifier via cette convention de mission de prospection. Par ailleurs, il faut aussi garder les preuves, parce que si l'inspecteur décide de ne pas s'en tenir à cette convention et d'aller regarder dans les faits si effectivement vous justifiez ou pas de mission de prospection, ce que je conseille, c'est de garder les pièces justificatives, mais pour ça, il peut être opportun de mettre en place des process internes qui seraient aux différents stades de commercialisation du contrat. Par exemple, en amont, si vous intervenez lors des appels d'offres, eh bien, vous pouvez dans ce cas-là constituer un dossier dans lequel vous intégrez pour ce produit d'assurance la documentation afférente, convocation appel d'offres, compte rendu, la réponse au cahier des charges, tout ce qui fait que vous avez participé, parce que très souvent, en fait, le gestionnaire participe, et simplement, il faut garder les preuves, les échanges de courrier avec les assureurs, les éventuels échanges de courrier, même les courriels avec les assurés, tout ça, ça participe au faisceau d'indices et donc à justifier de l'exonération. Ça, vous pouvez, en interne, vous mettre des process internes, vous poser et détailler, voilà, en amont. Alors, à supposer que vous n'agissiez pas aux appels d'offres en amont, eh bien, des fois, le courtier gestionnaire négocie, on l'a dit, parce qu'il considère, il regarde les besoins de son client et il regarde l'adéquation d'un produit d'assurance aux besoins de son client. Bon, bah, tout ça, tous ces échanges-là, les commentaires que vous pourriez faire, il faut garder ces pièces et il faut les produire en cas de contrôle pour justifier justement de vos activités de prospection, parce qu'encore une fois, l'activité de courtier gestionnaire, c'est très spécifique. Le fisc a pas forcément, il sait qu'il doit contrôler ce point-là, mais il n'a pas forcément connaissance des réalités du métier. Et donc tout ça, il faut le justifier et il faut expliquer de façon très pédagogue au fisc que ça s'appelle de la prospection, le fait de négocier, le fait d'accompagner son client, de chercher le meilleur produit. Voilà, tout ça, ça participe. Et ce process interne, vous pouvez ensuite le dupliquer aux différentes interventions de la commercialisation du contrat. C'est-à-dire, donc on a dit en amont, mais vous pouvez le faire aussi pendant la souscription du contrat et puis ensuite pendant le suivi. Par exemple, si vous négociez des options ou des garanties optionnelles ou le fait de mettre le contrat chez un autre assureur, bon, tout ça, vous gardez bien la preuve de ces fameux échanges qui sont très précieux et le fait d'avoir un process interne, ça vous permet vraiment de finalement vous sécuriser parce que c'est pas le jour du contrôle, on cherche partout les pièces et on se dit qu'est-ce qu'il faut faire? On a une rigueur dès le départ de se dire voilà, j'ai une convention, je dis que je fais des missions de prospection, et ben en interne, je décide de mettre des process pour dire qu'à chaque fois qu'il y a telle ou telle chose qui est faite, eh bien je le conserve et je le mets dans un élément. Ça, c'est important. Donc, de bien justifier tout ça et de mettre des procédures internes, c'est ce qui permet de bien sécuriser les choses. Les autres points aussi importants, c'est si vous constatez que vous êtes sur certains en exonération, sur d'autres en soumis, eh ben, il faut séparer la facturation.
et la documentation également. Bien distinguer tout ça pour éviter les confusions et pour que ce soit clair pour le fisc. Encore une fois, le fisc, il connaît le BOFIP, mais il ne connaît pas les réalités de votre métier. Donc, plus vous lui mâchez le travail, plus c'est simple pour lui de comprendre et surtout de comprendre ce que vous essayez de lui expliquer, hein, d'avoir la version que vous tentez de lui expliquer. Les groupes de TVA, qui a été mentionné tout à l'heure, Tout à fait. qui peut être une très bonne alternative, et puis surtout aussi surveiller les évolutions réglementaires, jurisprudentielles en la matière, en participant par exemple à ce type de webinaire, pour toujours rester informé sur le sujet et donc d'avoir une pratique conforme. Il y a eu une remarque dans le chat sur l'opposabilité des courriers que la DLF avait rédigés aux fédérations. Effectivement, ces courriers, c'est une très bonne interprétation qui est donnée par l'administration. En principe, l'administration va suivre ces courriers, mais d'un point de vue juridique, les ligues des procédures fiscales, ils ont une portée qui est un peu plus faible qu'une publication au rescrit. Donc c'est aussi pour ça que l'administration met certains éléments qui étaient dans ces courriers enfin dans les BOFIP, c'est que ça assure une opposabilité générale. Parce qu'en principe, les courriers sont opposables à la personne qui l'a reçu. Et donc, quand c'est une fédération, c'est la fédération qui a l'opposabilité d'un point de vue juridique. Et quand c'est repris au BOFIP, c'est une opposabilité qui est générale. Après, ça ne veut pas dire qu'effectivement, les courriers qui ont été reçus par les fédérations, on ne peut pas les produire dans un contrôle pour mettre fin à une question d'un inspecteur. Généralement, quand c'est la position de la DLF, un inspecteur qui retrouve sa situation dans un courrier de la DLF qui aurait été adressé à une fédération, il va le suivre. Mais effectivement, d'un point de vue juridique, on n'est pas exactement à la même opposabilité. C'est pour ça que l'administration essaye petit à petit, même dans d'autres domaines, de reprendre des rescrits qu'elle aurait adressés à des fédérations pour qu'ils soient pleinement opposables. Et également, même si les fédérations les ont publiés dans diverses revues ou dans des différents cercles, que tout le monde ait le même niveau d'information. C'est pour le pendant, c'est la même chose que quand on a des questions en social, charge sociale. Le boss, c'est la doctrine opposable et celle qui fait en fait finalement figure d'autorité. Mais il y a parfois des publications, des communiqués de presse des différents ministères qu'on utilise parce que, encore une fois, c'est des indices, des tendances. Alors, même s'ils ne sont pas opposables, on peut les utiliser, mais l'idée, c'est là de bien distinguer la force de ces différents documents et de se dire qu'il y a ceux qui sont opposables et qui à l'administration et ceux qui simplement donnent des tendances et plaident en notre faveur, mais qui ont une force contraignante un peu moins importante. Voilà. Il ne faut pas se priver de De produire tout ce qu'on peut faire, exactement. effectivement. Si vous avez des petites questions, vous pouvez les publier dans le chat. Sinon, je pense qu'on va pouvoir avoir le mot de la fin et on aura tenu le délai de 1 heure pile de 12h30 sur ces sujets. J'espère que ça aura été intéressant pour chacun et n'hésitez pas en tout cas à nous poser vos questions si vous en avez besoin ou même à nous joindre. Vous avez nos coordonnées juste ici. Je pense qu'il n'y a effectivement pas de questions, soit des remerciements, et ça nous fait plaisir que ça vous a été utile. Vous pouvez, si vous souhaitez même en discuter avec nous, on a mis un petit QR code si vous le voulez. Vous pouvez prendre un rendez-vous. On vous fera même un petit mail avec le support ou avec le lien du replay, avec le lien du replay probablement. Et vous n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en discuter, même à titre informel. C'est toujours intéressant, nous, d'avoir des retours de terrain et de pouvoir échanger aussi sur les structurations de chacun, puisqu'effectivement, comme on le disait, comme c'est des analyses au cas par cas, dans certains cas, on a des sujets très intéressants. Et puis, c'est des domaines dans lesquels il ne faut pas hésiter à se nourrir des retours d'expérience des autres. Nous, c'est parce qu'on voit dans les contrôles ce qui se fait et donc on arrive à trouver des tendances. Mais effectivement, les retours d'expérience, c'est important parce que ça nous permet aussi de voir, de confronter en fonction des situations de chacun. Parce que, encore une fois, ça dépend du contrôleur de ses sensibilités et parfois elles ne sont pas les mêmes. Il y a des contrôleurs qui sont plus sympas que d'autres. Et plus experts ou non sur ces sujets. Aussi. Merci beaucoup. On vous souhaite une très bonne journée et un excellent repas parce que je pense qu'on a retardé votre déjeuner. À très vite. Au revoir. Au revoir.